connaissez le sentiment d'injustice? Moi, je l'ai éprouvé douloureusement, ici, dans le bureau d'un procureur de la République française, dans un département français en Guadeloupe. Et là, j'ai découvert que le droit civil, le droit pénal, le droit international, la Convention de Bruxelles, le droit de l'environnement, étaient des concepts qui n'avaient pas cours dans les départements d'outre-mer, en grande partie. Et là, dans le cabinet de ce procureur, je me suis dit, rien n'arrive par hasard, il y a un début à tout. Alors ne soyons pas naïfs, l'esclavage était légal, l'apartheid était légal, l'Holocauste était légal. La légalité n'est jamais une question de justice. Retenez cela, la légalité n'est jamais une question de justice. La légalité est une question de pouvoir. Depuis la nuit des temps, la société est injuste. Donc l'exercice du droit ne se fait que par le pouvoir. Donc je me suis interrogée, qu'est-ce qui avait fait que dans ces territoires, le pouvoir d'influence n'existait pas? Qu'est-ce qui avait fait que des textes qui devaient s'appliquer à la population entière n'étaient pas appliqués dans ces départements? En approfondissant mes recherches, je vais prendre un exemple, celui du droit de l'environnement. Vous savez que si vous décidez de rénover votre maison, de refaire le toit de votre toiture, et que par malheur vous y découvrez des chauves-souris, votre chantier sera arrêté. L'administration sera excessivement diligente. La protection de la biodiversité sera très efficace. On vous demandera d'attendre que les chauves-souris se reproduisent. Toute affaire cessante, votre entreprise devra arrêter son activité. Et puis, dans 6 mois, vous pourrez reprendre vos travaux, pour autant que vous aurez démontré que l'habitat des chauves-souris a été reconstruit ailleurs et que cette période de reproduction sera protégée. C'est très bien, je suis vraiment une fervente de la protection des animaux. Mais je suis aussi une fervente protectrice de l'être humain. Alors, dans d'autres dossiers, j'ai pu constater que des usines pouvaient rejeter leurs déchets en mer. Les sucreries rejettent en Guadeloupe, en Martinique, des fumées qui sont excessivement polluantes. Nombre de citoyens sont fortement inquiets, préoccupés par une problématique certaine de cancer. Peu importe. Aucune diligence de l'administration. Absolument aucune. Une économie coloniale. Un risque pour les populations avéré. Risque avéré pour ces populations, c'est vrai, mais elles n'ont pas de pouvoir d'influence. Donc l'administration ne sera absolument pas diligente. Donc cette même administration qui est en charge de la protection de l'environnement va ignorer totalement cette population. Alors vous me direz, 400 ans d'esclavage, ça laisse des traces. 400 ans d'esclavage, ça vous exclut des cercles d'influence. Parce qu'il n'existe absolument pas de pouvoir sans pouvoir d'influence. Donc 400 ans où, dans ces territoires, on a tout décidé pour vous. On a décidé ce que vous alliez manger, on a décidé ce que vous alliez faire, et puis vous n'étiez même pas humain dans ces territoires. Donc, sujet de la chlordécone. Tout le monde en parle de la chlordécone. La chlordécone est un pesticide qui était utilisé dans les bananeraies pour tuer le charançon, le parasite du bananier. Et la chlordécone fait énormément parler d'elle dans ces territoires. Et personne ne fait rien. La population est inquiète dans les Antilles françaises. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans ce dossier? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? En 1975, retenez cette date, 1975, dans une usine en Virginie, on se rend compte que la chlordécone est un pesticide qui pollue de façon durable et qui est un pesticide excessivement dangereux. La population est contaminée, la rivière à côté de l'usine est contaminée. En 1976, la chlordécone est interdite aux États-Unis. 1976. 40 ans plus tard, on en est là. On s'interroge aujourd'hui sur le degré de toxicité de ce pesticide. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé?
Parce qu'en 1975, tout le monde savait. Personne ne peut dire qu'on ne savait pas. Alors finalement, en 1990, la France va interdire l'usage de ce pesticide. En 1990. Mais un lobby va faire pression auprès du gouvernement français pour perpétuer l'utilisation de ce pesticide. Alors, un élu des Antilles va demander à un ministre de supprimer cette interdiction d'utilisation de la chlordécone. Et donc, en 1991, on aura une nouvelle autorisation d'utilisation de la chlordécone. En 1992, en 1993, rappelez-vous, depuis 1975, on sait que c'est un pesticide mortel qui engendre des déformations, des retards de croissance chez les enfants et le cancer de la prostate. N'oublions pas que nous avons un nouveau record du monde, puisque nous sommes une terre de champions. Nous avons le record du monde de la prostate dans les départements d'outre-mer. Donc, en 1993, nouvelle interdiction définitive de la chlordécone. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et pourquoi cet interrogateur? Parce qu'un lobby, qu'est-ce que le lobby? Parce que tout le monde parle des lobbies aujourd'hui. Lobby, on en parle, le lobby des armes à feu avec Donald Trump, parce qu'il est effectivement plus risqué d'aller à l'école aux États-Unis que d'aller sur le front en Irak, parce que vous avez plus de chances de vous faire tuer. Parce que le lobby des armes à feu, il finance les présidents, il finance les élus politiques. C'est la réalité dans le monde entier. Le monde entier est régi par le lobby. Alors, le lobby, c'est une stratégie d'un groupe industriel ou d'un groupe de personnes qui veut défendre ses intérêts et qui va défendre ses intérêts en incitant certains décideurs politiques à prendre des décisions, des textes qui permettent de protéger effectivement ses intérêts financiers. Alors, sachez que Bruxelles est la place par maîtresse du lobbying. À Bruxelles, tout se décide sur tout. Les États ne sont pas souverains sur beaucoup de sujets. Celui de la santé, celui du transport, celui du commerce, enfin, tout se décide à Bruxelles. Et à Bruxelles, vous avez exactement 25 000 fonctionnaires face à 15 000 cabinets de lobbying. Et les lobbyistes vont rencontrer les fonctionnaires, mais attention, parce que ça a souvent une connotation négative. Non, je vous disais, les lobbyistes protègent les industriels ou protègent les intérêts de citoyens. Moi, en tant que lobbyiste, j'agis dans différents secteurs et j'agis toujours dans la protection de l'intérêt général. Ce n'est pas le cas de tous les lobbyistes. Mais vous voyez, aucun texte national ne peut s'opposer à la réglementation européenne. Donc, la petite histoire de la chlordécone, elle n'est pas finie. Elle ne fait que commencer. Et là, je vais vous raconter une histoire. C'est que fort de cette interdiction, comment l'État français a fait? Il a demandé de modifier le règlement communautaire, ce qu'on appelle un règlement européen. C'est un texte qui va s'imposer à tous les États membres, à 28 États membres. Et que prévoit ce texte? Ce texte va fixer des limites maximales résiduelles. Et quand on le lit, on se rend compte que pour tout ce qui est produit dans les territoires exotiques, les départements d'outre-mer, tout ce qu'on va appeler fruits exotiques, tous ces produits seront autorisés avec un taux de chlordécone 2 fois supérieur à ce que l'on pourrait autoriser pour une pomme, pour une cerise, pour une pêche, pour un abricot. Par contre, ce qui pousse dans les territoires exotiques, comme chez nous, les ananas, les bananes, tous nos fruits exotiques, les patates douces, vont recevoir la double peine. 2 fois plus de chlordécone autorisé. Parce que nous sommes membres de l'Union européenne. Mais sachez que Bruxelles est la place la plus protectrice. L'Europe protège tous les citoyens et a des règles très très strictes. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre de ces règlements? Les Croates, les Bulgares, tous ces pays, les Slovènes, la chlordécone, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc le texte, il y a eu un lobbying pour le faire modifier, à l'insu de tous. Et aujourd'hui, tout le monde parle de la chlordécone, mais ne sait pas que le scandale ne fait que commencer.
Mais finalement, ce règlement, il signifie que même ce qui vient d'Afrique, même ce qui vient des pays étrangers, les ananas, les bananes, peuvent aussi rentrer dans l'Union européenne avec un taux de chlordécone très important. Donc l'impact pour l'Union et pour tous les États membres, il sera réel. Et on travaille à la modification de ce texte. Mais cela illustre bien le pouvoir des lobbies. Je vous disais que Bruxelles était la place qui protégeait le plus le citoyen. Mais il faut pour autant qu'ils soient informés de ce qui se passe, les fonctionnaires, et soient au courant de ce qui se passe. Et dans ces départements d'outre-mer, qui représentait les intérêts citoyens? Parce que le lobby citoyen est excessivement puissant. Pensez bien que la chauve-souris, elle n'est pas venue se défendre à Bruxelles. Mais les associations de protection de l'environnement, elles font un travail extraordinaire. Je peux vous dire qu'à Bruxelles, je ne vois malheureusement pas la représentation citoyenne. De la même façon que l'on avait délégué à cet élu des Antilles ce pouvoir d'aller modifier la législation française, de la même manière, maintenant, ça se fait à Bruxelles. Est-ce que vous savez qui représente vos intérêts à Bruxelles? Est-ce que vous savez qu'en tant que citoyen, c'est le Parlement européen qui représente vos intérêts? Est-ce que vous savez qui, au sein du Parlement, discute de la protection de votre santé, de la problématique économique, du coût de la vie, des taxes qui vous seront appliquées? Est-ce que vous savez qui le fait? Est-ce que vous savez que cette personne est porteuse d'un stylo et elle représente vos voix? Parce que moi, quand je vais à Bruxelles et que je suis sur mes autres dossiers, je regarde et je fais très attention à ce qui va bientôt ressortir. Notamment, nous sommes en train de discuter de la politique de cohésion et établir les prochains budgets. Les prochains budgets, c'est à qui ira l'argent? Aux régions les plus pauvres. Sachez que vous avez un lobby qui a intérêt à faire de ces départements des territoires très très pauvres. Parce qu'au plus vous êtes pauvre, au plus vous bénéficiez de subventions. Mais à qui vont ces subventions? Certes, même pas dans nos territoires. Ces subventions bénéficient à des gens qui sont souvent dans le territoire hexagonal. Donc, il y a toute une stratégie, il y a tout un lobby autour de ces financements. Donc, à Bruxelles, sachez qui vous représente, si ce ne sont pas des porteurs de stylos. Qu'est-ce que demain vous allez faire, vous, en tant que citoyen européen, puisque vous êtes citoyen européen? Quand je vous parle de l'exemple de la chlordécone, c'est vrai sur tous les sujets, sur le prix des marchandises, sur le coût des importations, sur beaucoup de choses. Il faut exercer ce lobbying citoyen qui a protégé la chauve-souris, qui protège aujourd'hui dans les abattoirs les animaux. Et je pense qu'il est urgent, parce que nous n'avons plus le luxe du temps, de s'accaparer de cette problématique européenne, parce que c'est là que se discute tout. Donc je vous invite instamment à référencer les associations qui sont dans vos territoires, de vous assurer qu'elles soient relayées à travers des organisations internationales non gouvernementales de protectrices de l'environnement, Oxfam, par exemple, la Fondation Schuman, pour avoir une représentativité plus française. Mais clairement, nous n'avons pas le luxe du temps. 400 ans d'absence de pouvoir d'influence fait que c'est aujourd'hui, c'est maintenant, si vous ne voulez pas que vos enfants, demain, soient les plus pauvres de l'Union européenne. Donc je vous invite à utiliser votre pouvoir d'électeur, je vous invite à vous mobiliser auprès des associations et je vous invite vraiment à militer pour votre avenir. Nous n'avons plus le luxe du temps.